Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Les fêtes de fin d'année approchent, c'est pourquoi on vous propose de faire exceptionnellement une petite pause dans notre lecture de l'école des sorciers. Pour un épisode spécial Noël qui sent bon le sapin et le pain d'épices. Alors bien sûr, nous allons rester dans l'univers d'Harry Potter. De toute façon, on s'est parlé que de ça. Quand on a annoncé cet épisode thématique au dernier chapitre, on a gardé la recette secrète exprès, mais il est cette fois temps de révéler cette petite surprise. Alors, au menu ce soir, on vous propose une émission en 2 parties. Alors la première, ça va être sous une forme de conte, car c'est Noël, et c'est la période idéale pour se raconter des belles histoires autour d'un feu. Et ça tombe bien, puisque notre J.K. adoré nous a fait le plaisir de publier les contes de Biddle le Barde en 2008, juste après la fin des livres Harry Potter. Jérémy et moi, on a donc choisi un conte pour vous le raconter et en débattre ensemble, et en s'aidant de précieuses notes d'Albus Dumbledore. C'est un superbe ouvrage que vous connaissez sans doute déjà et que vous avez peut-être dans votre collection. Alors bien sûr, il en est fait mention dans les Reliques de la Mort, puisque Hermione en hérite d'une copie dans le testament de Dumbledore, et c'est un héritage qui va lui être fort utile pour résoudre le mystère derrière le conte des 3 frères. D'ailleurs, ce conte, comme on sera amené à en parler dans la fréquence, même si c'est dans 10 ans, ou je sais pas combien de temps, on a décidé de le laisser de côté exprès, donc c'est ni le conte qu'a choisi Marina, ni le mien. Au passage, le vrai livre publié par J.K. a rejoint en fait 2 ouvrages déjà publiés en 2001. Le premier, c'était le Quidditch à travers les âges, et bien sûr les animaux fantastiques. Il faut noter, détail très important, que le bénéfice des 3 livres reviennent tous à des œuvres caritatives. Lumos pour les contes, mais aussi Comic Relief pour les 2 autres. Donc si vous ne les avez pas déjà, non seulement vous faites un bon investissement pour votre collection Potterhead, mais en plus vous faites une bonne action, et c'est aussi ça l'esprit de Noël. On peut que vous conseiller la trilogie publiée sous forme de coffret chez Gallimard il y a 2 ans environ, avec les dessins au crayon de Tomislav Tomic. C'est vraiment un superbe coffret si vous cherchez un cadeau Harry Potter de dernière minute. Et d'ailleurs ça tombe bien, parce que la deuxième partie de l'émission va être consacrée à nos recommandations cadeaux. Des produits dérivés Harry Potter qu'on possède déjà ou qu'on aimerait bien avoir sous le sapin. Bref, c'est un fourre-tout de tout ce qu'on aime le plus dans l'univers magique pour se faire plaisir un peu, et pourquoi pas, au passage, vous donner des envies ou des idées. Avant de se quitter pour préparer le réveillon, il y aura bien sûr une volière avec vos messages pour ne pas déroger aux traditions les plus importantes. Mais attends, après le conte, entre le conte et la volière, il manque pas quelque chose ? Je crois qu'il n'y aura pas de renommage de chapitre. C'est ça le cadeau de Noël. Ta partie préférée dans Oui. Fréquence 9/3/4. Donc tu vas avoir un peu de répit. Par contre, ça te dit de te lancer, toi, pour nous raconter le conte de Biddle le Barde que t'as choisi ? Avec grand plaisir, mon bon monsieur. C'était la voix du Père Noël, ça ? J'en sais rien. Alors si vous êtes chez vous, installez-vous confortablement. Dans tous les cas, ouvrez grand vos oreilles et venez plonger avec nous dans l'univers sorcier de Biddle le Barde. Les contes de Biddle le Barde. La fontaine de la bonne fortune. Comme vous l'avez entendu, j'ai choisi la fontaine de la bonne fortune. Alors mettez sur pause, allez chercher un chocolat chaud, un petit plaid, et c'est parti pour le conte. Tout en haut d'une colline, dans un jardin enchanté, se trouve une fontaine de la bonne fortune, entourée de sortilèges la protégeant. Une fois par an, entre le lever et le coucher du soleil, un heureux élu peut se baigner dans les eaux de la fontaine et ainsi profiter de sa bonne fortune. Lors de ce jour, une foule de personnes de tout horizon se retrouve avant l'aube devant les jardins, en ayant l'espoir d'être la personne qui pourra se frayer un chemin jusqu'à la fontaine. Ce jour-là, 3 sorcières sont dans la foule et partagent la raison de leur présence. La première se prénomme Asha. Elle est atteinte d'une maladie qu'aucun guérisseur ne peut soulager. Son désir est de se débarrasser de ses maux et de vivre une longue vie heureuse. La deuxième, Alteda, a été dépouillée de sa baguette magique, de sa maison et de son or par un sorcier malfaisant. Son désir est de voir son désarroi et sa pauvreté disparaître. Et la troisième, Amata, a été, quant à elle, abandonnée par l'homme qu'elle aime.
Son désir est de voir son chagrin et sa nostalgie apaisés. À partir de ce moment, les 3 femmes ayant créé un lien en partageant le poids de leur malheur, décident alors de s'unir pour arriver jusqu'à la fontaine. À l'apparition des premiers rayons du soleil, des plantes grimpantes sortent des jardins, serpentent à travers la foule et s'accrochent à Asha, qui alors accomplit sa promesse faite quelques instants plus tôt. Elle prend alors le poignet d'Altelda, qui prend à son tour la robe d'Amata. Mais cette dernière se prend alors dans l'armure d'un chevalier à la mine lugubre. Les 3 sorcières et le chevalier, tirés de son cheval, sont alors emportés à l'intérieur des murs du jardin par les plantes grimpantes, laissant derrière eux les cris de fureur de la foule. Le chevalier, sire sans chance, réalise alors qu'il est avec 3 sorcières. N'étant pas doté de pouvoir magique, il s'avoue vaincu et propose de renoncer. Mais Amata s'y oppose en lui disant de tirer son épée et de les aider. C'est ainsi que 3 sorcières et un chevalier mélancolique s'avancent dans le jardin enchanté. Les compères rencontrent leur premier obstacle au pied de la colline. Un ver blanc, monstrueux, prononce les paroles suivantes. « Payez-moi avec la preuve de votre douleur. » C'est ça ton imitation du ver blanc? Payez-moi avec la preuve de votre douleur. Ah, c'est plus cool. Tu m'as cassé dans l'ambiance un peu intime, intimiste d'un conte. Pardon, reprends. Le chevalier tente alors de le décapiter, mais sa lame se coupe net. Altelda, sans baguette magique, lui jette des pierres. Aucun résultat. Asha et Amata tentent, quant à elles, d'user de leur pouvoir magique pour l'envoûter ou le soumettre, mais rien n'y fait. Devant la situation désespérée, Asha commence à pleurer. Le ver se repue alors des larmes de la sorcière et disparaît. Il commence alors à escalader la colline, à mi-hauteur, des mots sont gravés sur le sol. « Payez-moi avec le fruit de votre labeur. » En réponse, Sire sans chance pose son unique pièce de monnaie sur le flanc de la colline. Mais ce n'était pas la réponse à l'épreuve. Malgré tout, il continue d'escalader la colline pendant des heures, sans succès, le sommet étant toujours inatteignable. Mais il persiste malgré tout, et ce sont les gouttes de leur sueur qui font disparaître les mots gravés dans le sol. Les 3 sorcières et le chevalier se hâtent alors d'atteindre le sommet. Mais une fois arrivés, un cours d'eau leur barre le passage pour atteindre la fontaine. Au fond de l'eau, sur une pierre lisse, sont gravés ces mots. « Payez-moi avec le trésor de votre passé. » Bien sûr, la première tentative de Sire sans chance de traverser avec son bouclier échoue. C'est Amata qui comprend alors la signification du message. Elle arrache alors de sa tête tous les souvenirs des moments heureux qu'elle avait vécus avec son amoureux disparu. Les 3 sorcières et le chevalier peuvent désormais atteindre le sommet de la colline. Devant eux se tient la fontaine entourée d'herbes et de fleurs des plus rares. Mais désormais, il est venu le temps de choisir qui va pouvoir se baigner dans les eaux magiques. Leur réflexion est interrompue par la frêle Asha qui s'évanouit. Tant d'efforts l'avaient presque épuisée jusqu'à la mort. Altelda mélange alors instinctivement certaines herbes dans la gourde du chevalier et la fait boire à Asha. Cette dernière, après avoir bu la potion improvisée, se relève et déclare se sentir mieux et que sa maladie a disparu. Elle n'a donc plus besoin de se baigner dans les eaux. Que ce soit Altelda qui s'y baigne, mais Altelda dit qu'avec toutes les herbes qui ont le pouvoir de guérir la maladie d'Asha, elle pourra gagner un tas d'or. Que ce soit Amata qui en profite. La dernière sorcière refuse. Le cours d'eau avait emporté tous ses regrets, et elle s'était rendue compte que son amoureux était infidèle et cruel. La récompense incombe alors au chevalier. Stupéfait d'avoir été choisi, il se baigne dans les eaux, et en sortant, il se jette aux pieds d'Amata, qu'il considère comme la plus belle et la plus aimable des femmes qu'il n'ait jamais contemplées. Il lui demande alors sa main et son cœur. Amata, ravie, accepte. Les 3 sorcières et le chevalier redescendent alors la colline bras dessus, bras dessous. Tous les 4 eurent une longue vie et aucun d'entre eux ne sut, ni ne soupçonnait qu'il n'y avait pas le moindre enchantement dans les eaux de la fontaine. Fin. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce conte ? Je pense surtout qu'il a été raconté de manière exceptionnelle par Marina, par toi. Non, c'est un beau conte, ouais. C'est un beau conte dont la particularité, je trouve, est de mettre un peu de côté les possibilités de la magie. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, ça raconte beaucoup de choses qui sont dans la saga Harry Potter. C'est-à-dire que le conte, en gros, te dit que la magie, c'est beau, c'est incroyable, mais en même temps, ça dépassera jamais l'amour.
Enfin, je le vois un petit peu comme ça, dans le sens où finalement le miracle qui se passe, c'est un homme aussi, enfin le chevalier, enfin en tout cas la conclusion, qui se rend compte qu'il est amoureux en fait d'une femme. Et quelque part, c'est là où la magie opère. Et Dumbledore ne cesse de répéter que l'amour est la plus puissante des magies. Et c'est là où je trouve qu'il y a le spectre beaucoup de Dumbledore dans ce conte. Enfin, j'aime bien la fin, puis surtout c'est dans la dernière phrase en fait que le retournement se fait. La fontaine, elle est pas magique, c'est juste ce qui s'est créé, la magie qui s'est créée entre ces 4 individus. C'est juste qu'ils ont été bienveillants entre eux. Il y a eu une amitié qui s'est créée entre eux. Ils sont vertueux, ils sont bons. Et ça se finit même sur un sentiment peut-être le plus puissant qui est l'amour entre le chevalier et Amata. Donc j'aime bien ce conte, j'aime bien le fait que la morale se révèle qu'à la toute dernière phrase, c'est comme un twist, j'aime bien ça. Ouais, je suis d'accord. Et toi, pourquoi tu l'as choisi ce conte ? Alors finalement, t'as déjà un peu tout dit, mais aussi parce que parfois dans la vie, tu te fixes un objectif pour atteindre ton bonheur. Et tu dis que c'est cet objectif que tu as atteint qui te permettra d'accéder au bonheur. Et en fait, parfois on est trop fixé sur cet objectif pour ne pas voir ce qu'on a dans la vie de tous les jours et les petites choses qu'on peut avoir tous les jours qui finalement font notre bonheur au final. Tu vois, il suffisait, c'est facile à dire, mais par exemple pour Amata, en fait, elle était tellement aveuglée par son amoureux perdu qu'elle n'a pas vu la réalité en face et que elle n'a jamais réalisé que finalement il était cruel et infidèle et il n'a fait que la faire souffrir. Et en fait, elle passait à côté du bonheur parce qu'elle restait dans le passé. Et il fallait qu'elle aille juste de l'avant. Et aller de l'avant, c'est pas quelque chose que la fontaine pouvait lui apporter. Après, y a un côté magique, bien sûr, pour guérir la maladie d'achat. Ouais, en fait, j'ai surtout retenu l'histoire pour le cœur brisé et le fait de s'abroger du passé et d'aller de l'avant. Et puis aussi pour ce chevalier qui était si lugubre. Et finalement, ça a fait l'effet placebo, les eaux de la fontaine. D'un coup, il est pris de courage et il ose demander la main à une femme qui vient de rencontrer, certes, mais apparemment c'est un coup de foudre. Et sans ces eaux, il aurait jamais osé demander la main d'Amata. Ça me fait penser au passage où Ron pense qu'il a pris du Félix Félicis. Ouais, et c'est ça. Il est bon sur le terrain parce qu'il pense qu'il est ensorcelé. Il pense que la magie va l'aider. Et en fait, non, c'est lui qui cède tout seul. Ça me fait penser un peu à ça, parce que en fait, tu peux mettre sur le compte de la magie des choses qui, en fait, dont tu es le seul maître. C'est intéressant aussi. La magie peut résoudre des problèmes, la magie peut faciliter pas mal de choses. La magie peut te rendre puissant, par exemple. Mais la magie t'aidera pas forcément à être un bon sorcier. Tu vois ce que je veux dire ? Et que ce sont des vertus universelles, que tu sois sorcier ou moldu, parce que c'est ça aussi, ça prône un amour entre un moldu et une sorcière. J'aime bien ce conte parce que, pour le coup, il abolit en fait la frontière entre les moldus et les sorciers. Ce qui est très progressiste de la part de Monsieur Biddle le barde. C'est clair. Et pour l'effet placebo, il y a aussi dans la vie moldue, où des études scientifiques pour des médicaments prouvent que parfois les patients n'ont plus de symptômes et se sentent guéris, alors qu'ils ont pris un placebo. Ouais. C'est incroyable la force de la psychologie quand on pense qu'on est aidé, qu'on a une aide extérieure et que du coup on peut même s'enlever des symptômes. C'est quand même hallucinant tous les blocages que l'on peut avoir dans la vie pour nous aider à nous épanouir ou même nous guérir de certains maux. C'est incroyable. Ouais, puis dans le même genre, comme tu disais, on se fixe forcément des objectifs dans notre vie et en fait la vie est toujours plus tortueuse et toujours plus complexe que ça, et qu'il faut pas oublier de regarder un peu autour de soi ce qui se passe et ne pas toujours être projeté dans le futur, dans un futur possible, mais aussi savoir profiter du présent. Ouais. Mais au quotidien, c'est dur de s'arrêter une seconde et de regarder déjà tout ce qu'on a autour de soi et de pas se projeter dans la future journée de travail, dans le futur week-end, les futurs projets, les futures vacances. Dans une société où il faut toujours gagner plus d'argent, faut toujours faire plus de choses, montrer à son voisin qu'on fait plus de choses, rien que sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, notamment, j'ai un compte Instagram, mais pas, je suis hyper loin là avec le compte, mais j'ai un compte Instagram perso et j'y vais jamais parce que je trouve que psychologiquement, c'est dur en fait. Il y a une course à je suis mieux que, je fais mieux que, regardez-moi, j'ai un super petit-déj que je mets en avant. C'est la course à je montre tout et je montre que je fais les choses parfaitement.
En fait, c'est pas grave si on fait les choses. C'est pas grave si on fait des choses imparfaites. C'est pas grave si on prévoit pas des super meilleures vacances que son voisin, tu vois. C'est pas grave si on a un jour où on met une tenue qui. Oh non, je vais trop loin, mais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça, justement, profitez peut-être des fêtes de fin d'année. Profitez de l'instant présent. Posez votre Instagram et profitez de votre famille, de vos amis, de vos proches avec qui vous serez ou avec qui vous êtes en ce moment pour les fêtes de fin d'année, et profitez du présent. C'est peut-être ça aussi. On a tendance à... moi, je fais partie des personnes qui, soit je suis dans le passé, soit je suis dans le futur. Mais j'ai du mal à vivre l'instant présent. Et c'est vrai que si je vivais l'instant présent, ça résoudrait beaucoup de choses. Donc justement, les fêtes, c'est le moyen de se poser, de ne plus penser à rien, pas penser à son quotidien, juste penser à voir sa famille, ses amis, ou même pas forcément rester seul et profiter et faire ce que l'on veut, quand on veut, et prendre soin de soi et des gens qu'on aime. Voilà. Par exemple, lire Harry Potter, ou mieux, écouter un podcast sur Harry Potter comme Fréquence 9 3/4. Alors si vous ne connaissez pas le livre, à chaque fin de compte, on a les commentaires de notre cher Albus. Alors j'ai pas parlé de tous les commentaires, je veux garder la surprise quand même si jamais vous achetez le livre. Mais j'ai retenu quelque chose parce que je ne connaissais pas l'origine de la petite guéguerre entre Malfoy et Dumbledore. Alors en fait, le conte que je viens de vous raconter, c'est l'un des contes les plus populaires dans le monde des sorciers. Bien que populaire, il a ses détracteurs. Et l'un d'eux n'est autre que Lucius Malfoy, qui, à l'époque, a formulé l'interdiction du conte dans la bibliothèque de Poudlard, car, je cite, « il encourage le mariage sorcier-moldu ». Alors il a fait une demande écrite au jeune directeur Albus à l'époque, et je vais vous lire la réponse très satisfaisante de Dumbledore à Lucius. « Les soi-disant familles de sang pur ne maintiennent leur prétendue pureté qu'en supprimant de leur arbre généalogique les moldus ou né-moldus, ou en mentant sur leurs origines. Ils tentent ensuite d'imposer leurs hypocrisies aux autres en nous demandant d'interdire des œuvres qui traitent des vérités qu'eux-mêmes cherchent à nier. Il n'existe pas de sorcière ou de sorcier dont le sang n'ait pas été mélangé avec celui des moldus. Et je considère donc comme à la fois illogique et immoral de retirer du domaine de connaissance de nos élèves des livres qui abordent le sujet. » Drop the mic! Et voilà, c'est ainsi que débuta la longue campagne menée par Malfoy pour destituer Dumbledore de son poste de directeur de Poudlard. Chose qu'il arrivera à faire temporairement dans la Chambre des Secrets. Ouais. Et quel conte as-tu choisi, mon cher Jérémy ? Eh bien, on va l'entendre tout de suite. Les contes de Biddle le Barde. Le sorcier et la marmite sauteuse. J'ai donc choisi le premier conte, en fait, qui est présenté dans le livre, Le sorcier et la marmite sauteuse. Alors, il était une fois un vieux sorcier bienveillant. Non, ce n'est pas Dumbledore, calmez-vous. Ce vieux sorcier, il est plutôt généreux parce qu'il utilise ses pouvoirs pour venir en aide à tous les voisins qui viennent le voir. Mais bien évidemment, il cache sa véritable identité de sorcier. À la place, il prétend savoir préparer des potions ou des antidotes dans sa petite marmite. Alors malheureusement, le vieux sorcier, il meurt et il laisse tout ce qu'il possède à son fils unique. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que le fils, il est bien différent de son père. Il considère les moldus comme des bons à rien, et il reprochait d'ailleurs souvent à son père d'utiliser la magie pour les aider. Ça vous rappelle certains mange-morts ? Moi aussi. Quand son père meurt, le fils tombe sur la marmite à l'intérieur de laquelle se trouve un petit paquet avec son nom. Dedans, il trouve une unique pantoufle de petite taille avec le mot suivant : « Avec l'espoir le plus cher, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. » Le fils, il jette la pantoufle dans le chaudron en ne prêtant aucune importance au message de son père. Durant la nuit, une paysanne vient frapper à sa porte en lui demandant de soigner sa petite fille qui a une infection de verrue. Le fils, il dit qu'il n'en a rien à faire et il lui ferme la porte au nez. Mais aussitôt après, il entend du bruit dans la cuisine. C'est la marmite qui saute avec un pied en cuivre qui lui est poussé en faisant un vacarme assourdissant. Le fils remarque aussi que la marmite est couverte de verrues. Il essaye avec tous les sortilèges possibles de la chasser, mais rien n'y fait. La marmite, pleine de verrues, saute toute la nuit en le suivant et en lui empêchant de dormir. Le lendemain matin, un autre voisin vient frapper et il lui demande s'il peut l'aider à retrouver son âne,
parce que c'est son âne qui lui permet de gagner sa vie. Même chose, le fils, il claque la porte, et la marmite, cette fois, elle se met, en plus de tout le reste, à braire et à gémir comme si c'était la famille du voisin qui n'avait plus rien à manger. Enfin, pour une 3e fois, quelqu'un frappe à nouveau à la porte en lui demandant de guérir son bébé. Alors rebelote, et cette fois la marmite se remplit d'eau salée et verse des larmes tout en continuant à sauter, à braire et à gémir, toute recouverte de verrues. Les jours passent, et même si aucun autre villageois n'est venu frapper, la situation avec la marmite est de pire en pire, puisqu'elle se met à pleurer, à s'étouffer, à vomir, bref, le cauchemar. Un jour, le sorcier, il en peut plus, et il sort de chez lui en s'écriant qu'il va tous les aider avec leurs problèmes, grâce à la vieille marmite de son père. Et au fur et à mesure qu'il s'exécute, la marmite, elle change jusqu'à revenir finalement à son état normal. Devant le sorcier tout tremblant de fatigue et de peur, la marmite lui recrache alors la pantoufle que le fils avait jetée à l'intérieur. Il enfile la pantoufle au pied de cuivre de la marmite, qui le suit jusqu'à la maison, maintenant silencieuse grâce à son nouveau soulier. Il est dit qu'à partir de ce jour, le fils aida les villageois comme son père le faisait avant lui, de peur que la marmite se débarrasse de sa pantoufle et se remette à sauter. Fin. Alors Marina, qu'est-ce que tu penses toi de ce conte que j'ai choisi ? Aide ton prochain. Ouais, c'est un peu ça. Ça serait quoi la morale de l'histoire ? Ça serait ça, aide ton prochain ? Ouais, je trouve ça... Ouais, c'est horrible parce qu'en fait, le mec ne se décide qu'à aider ses semblables, enfin, ses semblables, oui, c'est des moldus, mais c'est comme ses semblables, uniquement quand il vit ce qu'ils vivent eux-mêmes. Ouais. C'est terrible. Il doit vivre le malheur des autres pour se dire « il faut que je les aide pour arrêter de ressentir ce qu'ils ressentent ». Ouais, c'est ça, pour qu'il sorte de son égoïsme, il faut qu'il soit plongé dans le malheur des gens, voilà. quoi. En même temps, c'est quelque chose que t'aimerais bien que ça arrive des fois à des égoïstes qui soient dans une situation, tu vois, qui ils sont insensibles face à une situation, et t'aimerais bien que eux vivent la même chose pour un peu se rendre compte que le malheur n'arrive pas toujours aux autres. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu se mettre à la place de l'autre, ça peut pas faire de mal. Et ce qui est intéressant, encore une fois, dans ce conte, c'est que certes, il y a un aspect magique, la marmite qui saute, c'est un sorcier, on est dans un univers sorcier, et en même temps, c'est une morale, en fait, ça pourrait être un conte normal, entre guillemets, enfin, je veux dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est comme le conte que j'ai choisi. C'est une morale qui s'applique aussi tout à fait au monde des moldus. Il y a un double sens, en fait, que l'on doit prendre pour nous aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'elle les a écrites, J.K. Rowling, tout le temps avec sa double lecture et ses sens cachés. Ouais, c'est ça. Et puis, encore une fois, c'est là qu'on voit que Biddle le Barde, il était en avance sur son temps, parce que ça prône aussi l'amitié entre les sorciers et les moldus. Et ce qui est intéressant, c'est que en tant que sorcier, Biddle le Barde, il a l'air de nous dire que il a pas une dette, mais disons qu'il a un devoir à accomplir pour les moldus. Alors que dans la pensée générale du monde des sorciers, c'est pas la pensée la plus suivie. Hein. C'est cachons-nous des moldus parce qu'on ne leur doit rien et on ne les aide pas avec nos pouvoirs magiques. Donc il a à contresens de la pensée générale du monde des sorciers, Biddle. Complètement. Alors là, il faut dire que on parle beaucoup de l'époque de Biddle le Barde, c'est le 15e siècle. Il n'y a pas encore le secret sorcier, hein. C'est-à-dire que les sorciers vivent parmi les moldus, et justement, ils sont souvent persécutés, tout ça. Il y a la guerre, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que les sorciers, en fait, cachaient qu'ils étaient sorciers. Et je suis pas sûr que Biddle le Barde aime le secret international qui a été mis en place au XVIIe siècle, parce que finalement, ces contes racontent une idéologie inverse, celle que les sorciers peuvent vivre en harmonie avec les moldus, et encore plus que ça, ils doivent vivre en harmonie avec les moldus, et leur pouvoir magique doit pouvoir venir en aide aux moldus. C'est pas seulement s'aimer les uns les autres, comme ton conte à toi, c'est aussi venir en aide aux autres. Ça, évidemment, l'histoire n'a pas été dans ce sens-là. Ouais, c'est sûr. Alors, quelques anecdotes qu'on apprend grâce aux commentaires de Dumbledore. Beaucoup de copies du conte ont été brûlées dès sa publication au XVe siècle.
L'idéologie pro-moldu, justement, a été extrêmement impopulaire à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, chez certaines familles de sorciers dites de sang pur. Alors il faut dire qu'à l'époque, les sorciers étaient constamment persécutés, et la guerre entre sorciers et moldus était constante, hein, c'est ce qu'on disait. C'est ce contexte qui a donc amené les sorciers à instaurer en 1689 le Code international du secret magique pour vivre en secret. Autre anecdote aussi, en 1675, un certain Brutus Malfoy, finalement ce nom revient souvent, un certain Brutus Malfoy a écrit dans son journal anti-moldu dont il était le directeur, je cite, « Un sorcier qui marque de l'affection pour la société des moldus et d'une intelligence inférieure, et sa magie si insignifiante, si pitoyable, qu'il lui faut s'entourer de porchers moldus pour se sentir supérieur. » Et petite précision, cet homme, Brutus, donc évidemment, comme on l'a deviné, c'est un ascendant de Lucius, mais il était aussi au conseil d'administration de Poudlard, avant Lucius. Ah, quelqu'un d'influent aussi. Eh oui. Finalement, voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que le Code international du secret magique a changé quelque chose ? Parce que certaines familles de sorciers continuent d'avoir le même discours haineux envers les moldus, en fait. C'est-à-dire que les sorciers, ils sont partis vivre en secret, ils sont partis vivre en autarcie, mais finalement, ça n'a pas changé la haine que certaines familles et que certains sorciers portent envers les moldus. Mais c'est peut-être devenu une minorité alors qu'avant, ça penchait plutôt vers la majorité. Ouais, tu penses ? Sûrement, ouais. Il y a même eu une version revisitée du conte dans laquelle la marmite avalait des voisins pour que le fils puisse vivre tranquillement sans venir en aide aux moldus, et pour finalement inverser totalement la morale de l'histoire. Et enfin, dernière petite anecdote, Béatrix Bloxham a elle aussi réécrit le conte au XVIIIe siècle, car elle pensait que les contes de Biddle étaient trop violents pour les pauvres petits enfants. Elle disait des contes qu'ils ont, je cite, une obsession malsaine pour les sujets les plus affreux tels que la mort, la maladie, les effusions de sang, la magie malfaisante, les personnages morbides, les éruptions et épanchements corporels du genre le plus répugnant. Et je trouve qu'à ce moment-là, c'est J.K. Rowling qui se moque un peu de ses réfractaires parce que on sait que elle a été attaquée avec Harry Potter parce que on a dit que ça parlait de la mort, que c'était lugubre, que c'était mauvais pour des enfants et encore pire, que ça prônait la sorcellerie, et là pour certains extrémistes religieux. Et je trouve que là, elle leur fait un joli pied de nez avec cette petite anecdote. Mais encore récemment, je ne sais plus dans quel pays, mais il y a une bibliothèque qui avait banni les livres Harry Potter parce que, soi-disant, ça contenait des vraies formules magiques. Complètement. On est en 2019, c'est magique, en effet. Et d'ailleurs, un podcast américain dont je parle quelquefois, mais parce que j'écoute, qui s'appelle le Mugglecast, ils ont appelé carrément cette bibliothèque, cette librairie. Je ne sais plus si c'est une librairie ou une bibliothèque universitaire. Dans mon souvenir, c'était une bibliothèque. Bibliothèque dans une école ? Catho, non ? Ah, peut-être dans une école, ouais. Bref, ils ont laissé un message vocal parce qu'ils n'arrivaient jamais à joindre cette bibliothèque. Il y a déjà des livres Harry Potter qui ont été brûlés, hein. Ouais. Par des sectes catholiques, parce que c'est ni plus ni moins des sectes quand même, pour venir en brûler des livres parce que ça prône la sorcellerie, c'est ni plus ni moins une pensée sectaire. Complètement. Et puis, même avant d'en arriver à ces extrêmes-là, les gens qui pensent que Harry Potter, c'est mauvais entre les mains d'enfants parce que ça parle de la mort, par exemple, c'est bien sous-estimer les enfants et leur pouvoir d'imagination et puis leur conscience aussi du monde qui les entoure. Et maintenant, on passe à la partie surprise. Jérémy vous chante un chant de Noël. Non, c'est pas ça qui est prévu. Vraiment, pour nos audiences, tu veux pas ça. Have yourself a merry little Christmas. Tu couperas. Non, je couperai pas. Nous constatons une chute dans l'audimat de fréquence 9/3 à effet immédiat. Plus sérieusement, on passe à la deuxième et dernière partie, les recommandations cadeaux. Alors Jérémy, qu'est-ce que tu aimerais avoir sous le sapin ou que tu recommanderais à mettre sur la liste au Père Noël ? Oui, parce que dans nos recommandations, il y a des choses qu'on a déjà, qu'on possède déjà.
Mais on s'est fait aussi plaisir avec des produits dérivés ou des cadeaux qu'on n'a pas forcément et qu'on aimerait avoir sous le sapin. Donc on a un peu mélangé les deux. Et le premier exemple que j'ai, pour le coup, on a déjà, mais sauf le dernier. Ce sont les éditions illustrées par Jim Kay, qui sont connus, très très connus des fans d'Harry Potter. On en est au 4e. Le 4e est sorti il y a pas très longtemps. Apparemment, il est magnifique. Et je dis apparemment parce qu'on ne l'a pas encore, le 4e. On a vu quelques extraits. On a vu quelques extraits, ouais. Donc on a les 3 premiers. Ce sont vraiment des ouvrages superbes. J'aime beaucoup le style de Jim Kay, personnellement. Donc voilà, ça serait, par exemple, pour faire découvrir à un enfant l'univers d'Harry Potter, je trouve ça incroyable, ces éditions. Donc ça serait ma première recommandation. Et toi, Marina? Alors, c'est un jeu que l'on a déjà, mais qui a recommandé, c'est le Qui est Harry Potter. Alors moi, à la base, je suis une grande fan du Qui est, et la version Harry Potter, c'est vraiment top. Franchement, c'est génial. Alors raconte pourquoi c'est vraiment top quand on joue avec toi. En fait, on choisit un personnage à faire deviner à l'autre. Pour le Qui est, normalement, vous connaissez le principe du jeu, c'est assez connu. Et j'ai tendance à un peu tout le temps choisir Dobby. J'ai peut-être gagné 3 parties de suite. Avec ma première question, c'était « Est-ce que tu es Dobby ?» Et ça devient un running gag à chaque fois de... La question, c'est de savoir, est-ce qu'elle a osé reprendre Dobby? Et ouais, au bout de la 2e ou 3e fois, des fois, oui, elle ose. Ouais. C'est ton préféré. Alors, ma 2e reco, ça serait un livre dans l'univers d'Harry Potter, un livre extension d'univers, qui est assez récent et qui s'appelle « Dans les coulisses des jeux vidéo Harry Potter » et qui est signé par Gaëtan Boulanger. Alors, le livre, il part des adaptations des 3 premiers jeux et du spin-off de la Coupe du Monde de Quidditch. Et toi comme moi, Marina, tu as joué en fait au premier jeu Harry Potter. Ouais, sur PlayStation. Sur PlayStation, ouais. Placement de produit, bonjour. C'était sur GameCube. C'était sur la GameCube. Et j'en garde un super souvenir, même si c'était des jeux évidemment imparfaits. Et c'est intéressant parce que, je l'ai pas lu évidemment, mais il paraît que c'est une vraie enquête très intéressante sur la construction de ces jeux vidéo. Et notamment du premier, parce qu'il faut savoir que quand le premier jeu vidéo est sorti, c'était pendant la production du premier film, mais la production était très secrète, et en fait, ils ont aussi fait un travail hyper créatif de créer en fait l'univers de J.K. Rowling des livres en jeu vidéo. Et ça, il paraît que c'est vraiment un livre très intéressant. Donc voilà, donc je l'ai pas lu, je pourrais pas dire ce qu'il en est, mais par exemple, la Gazette en a fait un très bon article, et il a l'air très joli aussi, donc sous le sapin, ça passe très bien. Alors pour ma part, c'est encore un jeu de société que l'on n'a pas encore. C'est une année à Poudlard. Donc j'ai lu vite fait le descriptif, et apparemment c'est un jeu où on a différentes missions pour accumuler des points pour gagner la coupe des 4 maisons. Le truc sympathique, c'est qu'on peut jouer seul en fait, ou à plusieurs. Pourquoi tu rigoles? T'es gothique. Mais non, mais tu vois, parfois on trouve personne pour jouer, ou si on veut se faire une petite partie tout seul, c'est super sympa, tu vois, d'avoir un jeu de société sous la main pour faire ça. Complètement. Ouais, ça a une bonne réputation, ce jeu. Donc si le Père Noël nous écoute. Alors moi, mon autre recommandation, ça serait quelque chose que j'ai possédé dans le passé, mais que je n'ai plus. Je ne sais pas où c'est parti. Et alors, il faut savoir que je suis très friand, justement, je parlais du premier jeu Harry Potter, mais je suis très friand de tout ce qui a été fait, les jeux de société par exemple, avant la sortie ou pendant la sortie du premier, deuxième film. Des trucs, des jeux de société ou des jeux de cartes avec par exemple les illustrations de Marie Grandpré ou des illustrations qui sont un peu périmées aujourd'hui, on pourrait dire. Et je suis vraiment très friand de ça, j'avais commencé à faire la collection. Et quand j'étais petit, j'avais le jeu de lévitation Harry Potter. Moi aussi, c'était toi aussi, trop tu l'avais bien. Et pour ceux qui verraient pas ce que c'est, en fait, c'était assez stylé. C'était en rond, en fait, c'était un cercle. Harry était au milieu avec sa baguette levée, et en fait, c'était une soufflerie où il fallait faire passer une petite balle dans les divers obstacles qui faisaient le tour autour d'Harry. C'est ça. Et on avait une petite molette pour gérer la puissance de la soufflerie. Et j'ai adoré ce jeu quand j'étais petit. Malheureusement, il a dû partir à une foire à tout à un moment où j'avais quitté la maison. Foire à tout, pour ceux qui ne sont pas de Normandie, c'est un vide-grenier ou encore une brocante. J'étais un peu déstabilisée quand j'ai entendu ça pour la première fois. Vide-grenier, ça marche, mais on peut dire foire à tout.
Donc voilà, si je pense qu'il y a un moment, si j'ai envie de mettre un petit billet là-dedans, je pense que je le mettrais parce qu'il est assez facilement trouvable quand même, que ça soit en brocante ou même sur internet d'occasion. Et alors moi, c'est un objet de collection. C'est la réplique du journal de Tom Jedusor avec le crochet du basilic. À chaque fois que je vais dans les magasins de geeks, je vois ça et je trouve ça vraiment trop stylé d'avoir ça dans sa collection. Trop beau. Donc voilà, c'est dans les souhaits. Pour rester aussi dans le jeu de société, un jeu que j'ai à peine testé, mais c'était au bal des sorciers avec l'équipe de la Gazette du Sorcier aussi, et un jeu qui s'appelle Hogwarts Battle et qui est maintenant disponible en français depuis le début du mois. Et ça fait plaisir parce que ça fait quelque temps qu'il existe en anglais, mais si on voulait y jouer, eh bien, il fallait s'adapter à l'anglais, quoi, traduire. Et là, ça y est, le jeu existe en français, on peut le commander sur Amazon, ça c'est sûr, et sur d'autres sites, j'imagine. Et vraiment, pour l'avoir testé un petit peu, ça a l'air ultra intéressant. Et voilà, donc voilà, je vous le conseille, même si, encore une fois, j'ai pas fait une partie de A à Z. C'est un jeu qu'il faut un peu apprivoiser parce que c'est un jeu de rôle, hein, mais il paraît que quand on s'y met, c'est vraiment trop bien. Donc, Hogwarts Battle, maintenant disponible en français. Si vous pouvez y aller tête baissée, top. Et ma dernière reco, c'est en fait toute la collection des créatures magiques. Je trouve qu'elles sont super bien faites. Et pour mon anniversaire, j'ai eu Edwige et elle est vraiment trop belle. En plus, elle est sur un décor que l'on peut séparer en fait d'Edwige. Et je trouve que la petite boîte en plastique avec le petit décor intégré, c'est super beau et c'est vraiment un objet de collection à posséder dans sa collection de Potterhead. Ouais, ils sont vraiment magnifiques. En tête, j'ai Fumsec aussi. Ouais, Fumsec, il est trop bien. Même, je suis pas fan des Dobby, mais les gobelins aussi. Les gobelins sont super bien faits. Ouais, ils sont vraiment... Nagini aussi, enfin tous... c'est un peu plus cher qu'une pop, hein, évidemment, mais c'est un peu plus un objet de... Enfin, les pops, c'est des objets de collection, mais disons que là, on est quand même sur un niveau dessus. Il y a la figurine pop de la cabane d'Hagrid aussi qui fait de la... Ah oui, non mais bien sûr, je le cite pas dans les recos. Il y a des pops et toujours des pops. Toutes les pops. Ça, vous pouvez y aller tête baissée. Et d'ailleurs, j'avais acquis Enfin, là, je suis toujours en cours d'ouverture du calendrier de l'Avent mini-pop. Donc là, aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire de toutes les pop que j'ai. Je vais devoir acheter une nouvelle armoire. Ouais, elles sont trop bien, les mini-pop. Et moi aussi, donc dernière reco, justement, je parlais des illustrations de Marie Grandpré. Alors Marie Grandpré, c'est l'illustratrice américaine des livres Harry Potter, édités chez Scholastic. Et on peut trouver sur internet des puzzles géants avec les dessins de Marie Grandpré, que moi j'aime beaucoup, et des puzzles 500 pièces. Et même si il faut de la place, ça me plairait bien de faire un énorme puzzle avec un très beau dessin de Marie Grandpré. Il y en a plusieurs, il doit y en avoir 3-4 qu'on peut choisir. Tout comme le puzzle 3D du Magicobus, que l'on n'a jamais fini. Ça fait 3-4 mois qu'on est dessus là. On a abandonné la partie. Ouais, c'est vrai, maintenant il faut qu'on le termine, ce Magicobus. Donc voilà pour nos recommandations. N'hésitez pas à nous faire partager vos cadeaux Harry Potter que vous avez eu sous le sapin. Ça nous ferait très plaisir de voir ce que vous avez eu. Et puis peut-être que ça a donné des idées à certains, des idées de dernière minute, parce que Noël approche. Mais en tout cas, ce sont des recommandations personnelles. N'hésitez pas à partager les vôtres. Et maintenant, place à la volière de Noël. Et là, cette fois-ci, c'est pas des petits hiboux qui apportent les messages. Ce sont des elfes qui nous ont apporté les messages chez nous. T'es choqué? Pour commencer, avant le premier hibou, un petit erratum. Comme me l'a fait remarquer Alizé, la majorité au Royaume-Uni, elle est bien de 18 ans comme en France, j'ai dit une bêtise. Voilà, 17 ans, c'est la majorité uniquement chez les sorciers. Et moi qui te crois comme ça... Ouais, je sais pas, je me suis trompé, c'est uniquement chez les sorciers. Mais tu vois, je lis tellement Harry Potter, je suis tellement dans l'univers d'Harry Potter que j'ai tendance à mélanger les deux mondes, tu vois. Donc non, c'est uniquement chez les sorciers. Pardon de cette petite erreur.
Et maintenant, on passe à un premier hibou et on est ravis parce que c'est un hibou sonore, celui de Camille. Bonjour, c'est Camille. J'ai un fils qui a 3 ans et demi et qui ne connaît pas encore l'univers d'Harry Potter. Alors j'aimerais bien lui faire découvrir à travers la lecture des ouvrages. Simplement, je demandais à partir de quel âge il serait suffisamment mature pour appréhender toutes les subtilités de l'histoire, sans pour autant le traumatiser. Parce que comme vous l'avez dit lors d'une autre émission, c'est que même si de prime abord ça a l'air très enfantin, les thèmes abordés ne le sont pas du tout. Voilà, et puis félicitations pour votre podcast, hein. Continuez comme ça, vous êtes vraiment au top. Merci Camille pour ton hibou sonore. Alors on va essayer de répondre à ta question. Après, on n'est pas des experts de la petite enfance. Notre enfant est un chat, pour tout voilà. dire. On n'a pas d'enfant non plus, voilà. Donc, mais on va essayer d'y réfléchir ensemble. L'élément factuel, en tout cas, c'est que d'après la maison d'édition, Gallimard, j'ai vérifié, et l'École des sorciers est une lecture à partir de 9 ans. Alors bon, c'est bien sûr qu'une indication, et la question c'est de savoir, est-ce qu'on peut lire Harry Potter à un enfant avant 9 ans ? Bien sûr. Ou même, est-ce qu'un enfant peut de lui-même lire le livre avant 9 ans ? Ce qui est ton cas d'ailleurs, Marina, je crois. Toi, t'avais moins de 9 ans quand t'as lu le premier. Après, effectivement, quand l'enfant est trop jeune pour lire un livre comme le premier tome, et qu'en tant que parent, on aimerait lui lire l'histoire, est-ce qu'il y a un âge pivot, on pourrait dire, pour commencer à lui lire ? C'est une bonne question. Je me souviens plus parce qu'on avait eu un hibou sonore ou un hibou tout court de Damien qui lit l'histoire à sa fille. Mais qui sélectionne certains passages. Ouais, notamment celui-là de Noël, parce que il y a pas de Père Noël. Effectivement, bon, il y a ça, mais au-delà de ces petits détails comme la présence du Père Noël ou pas, il y a aussi celle, comme l'a dit Camille, hein, des thèmes abordés qui sont parfois violents. En tout cas, la mort est omniprésente. C'est lugubre parfois dans son univers Harry Potter. Et en même temps, j'ai envie de dire, les contes, pas forcément ceux qu'on a racontés, mais les contes qu'on raconte aux enfants sont lugubres. Les contes de Perrault ont été réadaptés avec le temps, mais les contes originaux de Perrault sont incroyablement violents. Et c'est ce qui était raconté à l'époque aux enfants. Alors je dis pas qu'il faut lire des contes incroyablement violents aux enfants, mais je pense que, comme on l'a dit précédemment, ne jamais sous-estimer la faculté de compréhension d'un enfant, même en bas âge, et que par exemple les thèmes tels que la mort, certes ça peut paraître un peu glauque d'en parler à un enfant en bas âge, mais en même temps la mort fait partie de la vie, le deuil fait partie de la vie, et je pense qu'on n'est jamais trop jeune pour aborder ces choses-là, bien sûr en mettant les mots, en expliquant d'une certaine manière, mais je prône pas en fait le fait de garder dans un cocon de l'enfant en fait, même dès le départ. Je dis pas qu'il faut le mettre violemment face à la vie, mais lui parler dès son plus jeune âge que la mort fait partie de la vie. Je pense qu'on a une faculté de filtrer les choses que l'on ne veut pas voir dans les lectures ou dans les films. Tu vois, par exemple, un père va supprimer des passages pour faire une lecture à son enfant. Mais je pense que l'enfant, lui-même, il aurait jamais capté le truc du Père Noël. Non, t'es pas d'accord avec moi qu'on s'auto-filtre quand même quand on est enfant ? Ouais, non, je suis d'accord. On va pas... Quand on est enfant, on voit les choses totalement différemment. Et on prend les choses avec beaucoup d'innocence et de recul par rapport à nous, adultes, qui voyons certainement les choses soit en noir ou en blanc, alors qu'un enfant est toujours dans la zone grise, je trouve. Justement, moi, en fait, je m'inquiéterais moins des thèmes abordés par Harry Potter. Enfin, en tout cas, ça, dans mon jugement, ça n'a pas trop de valeur, parce qu'effectivement, je pense qu'un enfant, faut pas le sous-estimer. Après, je réfléchis surtout aux contraintes de lecture et d'attention. Parce que quand on lit Harry Potter à un enfant, certes que par exemple les 2 premiers tomes sont pas très longs, mais quand même pour un enfant en bas âge, ça peut être long un chapitre par soir, de lire un chapitre par soir. Donc faut aussi voir en fonction de l'enfant sa capacité d'attention. Parce que s'il s'endort au bout de la 4e phrase, il y a assez peu d'intérêt en fait. Oui. Et c'est pour ça... voilà, on n'aura pas d'âge à donner, mais... Pour les thèmes, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En tout cas, je pense pas. Pour les quoi ? Pardon. Pour les thèmes, non. Oui. Non. Après, on n'a pas d'enfant, on sait pas, mais je pense qu'il faut jamais sous-estimer un enfant. Et c'est là où Harry Potter est tellement bien écrit aussi, c'est que ça parle de choses qui sont pas très joyeuses, et en même temps, dans un univers sorcier
qui t'emporte dans un univers incroyable. Et donc, les choses ne sont pas dites clairement aussi. C'est une double lecture et c'est une interprétation que l'on fait avec notre réflexion d'adulte. Et un enfant va pas porter le même regard sur l'histoire. J'ai pas le même regard sur l'histoire qu'en l'ayant découverte pour la première fois et aujourd'hui en ayant 28 ans. Donc, je sais pas toi, Marina, mais moi, j'aurais pas forcément un âge précis à donner. Non. Je pense que c'est surtout une appréciation des parents, à savoir, est-ce que, effectivement, ça gêne pas trop le parent de, je sais pas, par exemple, de lire le chapitre du miroir du Reset où Harry voit ses parents, voit toute sa famille, et ils sont morts. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, il faut pas avoir peur d'aborder ces sujets-là avec son enfant. C'est ça. Et en même temps, penser, enfin en tout cas, avoir la conviction que l'enfant peut être intéressé tout au long de la lecture d'un chapitre. Et encore une fois, les éditions illustrées par Jim Kay peuvent être une porte d'entrée incroyable et bienvenue pour les enfants qui auraient leur imagination ouverte à l'univers d'Harry Potter. Après aussi, rien ne vous empêche, si vous connaissez très bien les livres, par exemple, prendre un livre illustré et si votre enfant ne sait pas lire, faites votre propre interprétation du livre, en fait. Racontez les scènes selon votre vision et votre interprétation et essayez de faire vivre l'histoire à travers votre vision des choses à votre enfant aussi. C'est une possibilité. Ouais, complètement. Tout en ayant les illustrations sous les yeux. Mais j'ai envie de faire ça avec toi. J'ai envie de te raconter l'histoire. Tu regardes que les images et je change la version. Et maintenant, c'est un hibou de Tixou qui nous dit « Je voulais tout d'abord vous poser une question un peu hors sujet. Êtes-vous fan de Game of Thrones ? Il me semble que Jérémy avait déjà répondu à cette question au podcast, mais je ne me souviens plus. Connaissez-vous des podcasts francophones sur l'univers de Goth ? Quels sont vos personnages favoris et de quelle maison de Poudlard les verriez-vous ? Pourquoi ? Deuxième question, je me demandais, puisqu'il y a des sorts sortilèges pour transformer à peu près tout en n'importe quoi, est-il possible que les fameux couverts en or et autres meubles de Poudlard soient en réalité des animaux transformés ? Oui, c'est étrange, mais je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Voilà, merci pour votre engagement et j'espère pouvoir écouter votre podcast sur l'épilogue d'ici une 20aine d'années. Ha ha ha, à plus. Merci. Merci Picsou. Est-ce que tu es fan de Game of Thrones ? Fan quand ça passe à la télé. J'avoue que là, j'en suis un peu revenue, surtout avec la dernière saison, mais un peu comme tout le monde. Mais ouais, quand je le suivais à fond quand c'était diffusé. Et toi ? Bah pareil, on a regardé ensemble. Moi, j'avais commencé à essayer de lire les livres. Je dis ça parce que j'ai lu que le premier intégral, donc je sais plus si ça recouvre 2 ou 3 livres. Mais voilà, c'était vraiment les débuts et j'ai pas super accroché. Pour moi, c'est un peu trop fantasy. Ouais, pareil. Par contre, en série, au moment où j'avais des copains qui décrochaient, qui reprochaient pas mal de choses à la série, moi j'ai toujours défendu la série et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à la regarder. Et même la dernière saison, j'ai des reproches là pour le coup sur la dernière saison, mais je suis moins allergique que certains spectateurs de Game of Thrones sur la dernière saison. Et j'ai bien aimé suivre ces personnages sur autant de temps, mais de là à dire que je suis fan, non, je suis pas fan de Game of Thrones. Moi c'est pareil. Dans quelle maison on les verrait ? Bah après, on va pas faire tous les Lannister. Tyrion, c'est grave un Gryffondor. Lannister en général, c'est des Serpentards. Ouais. En général, hein. Lannister, ouais, sauf Tyrion, je le mettrais à Gryffondor. Ouais. Franchement, il y a beaucoup de Gryffondor et beaucoup de Serpentards dans Game of Thrones. Bah, ouais. Arya, Gryffondor, les personnages sont tellement complexes que c'est un peu dur de les caser dans une seule maison. Hein. Samuel Tarly à Serre d'Aigle, direct. Samuel à Serre d'Aigle. Il n'y a pas de question. Le pouvoir de la connaissance. Ouais, c'est un peu dur, non mais ils sont trop complexes en fait. Mais en tout cas, dis-nous, Tixou, si t'es fan de Game of Thrones et si t'as un petit récapitulatif des maisons de Poudlard de tes personnages Game of Thrones préférés, n'hésite pas à nous les partager. Genre Daenerys, j'ai l'impression qu'elle est passée par toutes les maisons, tu vois. Ouais, Daenerys, elle est passée par toutes les couleurs. Serpentard. Surtout vers la fin. Ah, Jon Snow, Gryffondor. Tu nous manques, Jon, reviens. Alors, pour ta deuxième question, j'avoue que ça ne m'est jamais passé par la tête de me dire que des meubles, peut-être des meubles, ouais, mais des couverts en or étaient des animaux. Je pense pas. Ils ont quand même une certaine éthique à Poudlard, donc je pense pas qu'ils se servent d'animaux pour
pour faire l'ameublement de Poudlard ou Réa, les couverts. je pense à un truc. Et je crois que ça a été mis en commentaire. On a supposé, parce que c'est pas écrit dans les livres, que très certainement la vie est une des exceptions des lois de la métamorphose. Mais quand McGonagall métamorphose son bureau en cochon, elle peut pas créer un cochon, a priori, puisqu'on peut pas créer la vie. Et donc, est-ce que son bureau, c'est pas un cochon depuis le départ ? Est-ce que son bureau, c'est pas un cochon transformé en bureau qu'elle remet dans son état normal pour faire montrer à ses élèves ? L'œuf ou la poule ? Bah, tu vois ce que je veux dire ? Le cochon ou le bureau ? Si on peut pas métamorphoser, si on peut pas métamorphoser un objet en un être vivant, si ça c'est une exception des lois de la métamorphose, alors le bureau n'est pas un bureau. Le bureau à la base est un cochon qui vit sa vie tristement en bureau. Arrête. Après le vivet doré, la chasse d'Hagrid et tout ça, les trolls, j'en peux plus. C'est ça qui rend fou avec la métamorphose, c'est que effectivement à Poudlard et dans l'univers sorcier de façon générale, ça se trouve il y a des objets avec lesquels tu interagis, mais en fait ces objets ont été métamorphosés et ils ont une autre nature. Ils ont une vraie nature, mais que du coup il faut révéler parce que tu le vois pas. Le bureau de McGonagall est un cochon. Et merci à tous pour vos hiboux et aussi à ceux qui réagissent sur nos réseaux moldus comme l'a fait Maggie Ball, Alex et Elodie DNS sur Insta ou aussi Maëva sur Facebook. N'hésitez pas à nous contacter, que ça soit sur nos réseaux sociaux, sur YouTube ou par mail si vous préférez, l'adresse est en description. On lit et on réagit à tous vos messages, donc lancez-vous, surtout si vous souhaitez rebondir sur l'émission ou si vous avez une question sur l'univers d'Harry Potter qui ferait un bon petit débat à l'antenne entre nous. On est très friands de tout ça, donc n'hésitez pas. Et à nouveau, la fréquence prend un peu de vacances pour les fêtes, donc c'est le dernier podcast de l'année, mais rassurez-vous, on revient très vite en début d'année pour poursuivre notre lecture de l'école des sorciers qu'on adore partager avec vous. Passez tous de très bonnes fêtes, que ça soit en famille, entre amis, entre amoureux. Profitez de ces beaux moments avec ceux que vous aimez, et si à un moment vous vous demandez quoi faire, ouvrez un Harry Potter, c'est tellement bien à Noël. Regardez un film Harry Potter, ou encore mieux, réécoutez un épisode de Fréquence 9 3/4 si on vous manque trop. Quoi que vous fassiez, on espère que vous passez tous de jolis moments pour terminer l'année en beauté, et on a hâte de vous retrouver. Merci encore de nous écouter et à très vite pour un nouveau chapitre d'Harry Potter. Bonne fête.